Bonjour, une vidéo pour vous présenter notre nouveau chapitre d'histoire, le chapitre 3 du programme de 4e, le 19e siècle, un siècle de bouleversement, 1815-1914. Donc après avoir étudié dans un premier chapitre le 18e, avec le commerce triangulaire, le pouvoir absolu des rois, les philosophes des Lumières, et un deuxième chapitre où on a étudié la Révolution française, le bouleversement politique. On va voir dans ce troisième chapitre que nous avons affaire à un siècle de bouleversement, mais là, dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que la vie des Européens en particulier va être complètement transformée en 100 ans. Beaucoup plus transformée qu'elle ne l'avait été dans tous les siècles précédents. L'introduction d'aujourd'hui nous parle de la révolution technologique. On va se concentrer vraiment sur les inventions qui ont permis à l'Europe de se transformer et de devenir, et c'est quelque chose d'important, l'espace le plus riche du monde. Ce n'était pas le cas auparavant. Jusqu'au XVIIIe siècle, on considère, les économistes, que c'est la Chine qui est l'espace le plus riche. Et au XIXe siècle, l'Europe, et en particulier, on va voir le Royaume-Uni et l'Angleterre et la France vont devenir les régions les plus riches. Alors si on prend le monde en 1815, c'est le monde que vous connaissez, c'est celui du chapitre précédent, c'est-à-dire le monde d'un Napoléon Ier qui vient de perdre la guerre, des rois qui reprennent le pouvoir avec Louis XVIII en France, des empires, l'empire de Russie, le Royaume-Uni qui est en train de devenir un empire sur les mers. Et donc c'est un monde où on voit des gravures à l'ancienne, on a l'impression d'un monde qui n'a pas beaucoup bougé depuis Louis XIV, voire depuis le Moyen-Âge. Et si on va 70 ans après, même un peu moins, 74 ans en fait, on voit après à travers ce document-là que le monde a complètement changé. Alors ce que je vous montre là, c'est l'exposition universelle de Paris en 1889. En fait, le 19e siècle, c'est un siècle où il y a eu tellement de révolutions technologiques, tellement d'inventions qu'on avait pris l'habitude de se réunir dans ce qu'on appelle des expositions universelles pour montrer toutes les inventions. Alors ça a été à Londres, à Paris, dans toutes les grandes villes d'Europe, et à chaque fois on montrait tout ce qui avait été créé de nouveau. C'est une sorte de compétition entre États. Et cette première photo, elle nous montre beaucoup de choses déjà. Alors déjà, c'est une photographie, ce qui veut dire qu'on est entré dans l'ère où on va voir vraiment les gens. La photographie est inventée vers le milieu du 19e siècle. Donc là, en 1889, il y a des photographies. Et puis, il y a d'autres choses qui apparaissent aussi. Donc ce chapitre, ça va être cette question d'introduction, c'est comment expliquer le bouleversement du monde au cours du 19e siècle. Donc l'exposition universelle de 1889, elle nous montre déjà une première révolution, c'est la révolution architecturale, puisqu'évidemment le lieu principal, l'objet principal de cette exposition, c'est la tour Eiffel, bien sûr, que vous connaissez tous. Et cette tour Eiffel, qu'on retrouve sur les gravures de l'époque aussi, c'est un objet qui montre une avancée technologique. Cette avancée technologique, c'est la révolution de l'acier. En fait, il faut savoir que depuis l'Antiquité et même la préhistoire, on utilise des métaux, le fer, le bronze, mais on les utilisait de manière inappropriée, ça veut dire qu'ils étaient souvent fragiles. Les épées du Moyen-Âge se cassent souvent. Les armures ne sont pas très solides, parce qu'on n'a pas encore la technique pour fabriquer un métal suffisamment pur. Et au 19e siècle, on va fabriquer un métal pur avec des fours à très haute chaleur, et ce métal révolutionnaire, c'est l'acier. Et en fait, Gustave Eiffel, l'architecte, veut montrer avec cette tour qu'avec un acier très solide, on peut construire des bâtiments plus hauts qu'on ne les a jamais construits. Et cette tour Eiffel, qui va culminer à 345 mètres, c'est le bâtiment le plus haut qui n'a jamais été construit. À l'époque, les cathédrales montent à 145 mètres, à Francfort par exemple. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de révolutionnaire, on a doublé le record de hauteur. Alors ça va vite être dépassé par les buildings américains. Mais c'est déjà une révolution. D'ailleurs, cette tour Eiffel elle va être l'objet de différentes révolutions, puisqu'il y a une autre exposition universelle en 1900, c'est-à-dire 11 ans plus tard, où là, on va voir l'électricité apparaître. Invention française d'ailleurs. Donc des inventeurs comme Gustave Eiffel. Gustave Eiffel qui était un architecte qui au départ construisait des gares. Ici, vous avez ici la gare de Budapest, des ponts comme le viaduc de Garabi. Et c'est lors d'ailleurs de la construction du viaduc de Garabi qu'il a découvert avec ses ingénieurs qu'une arche comme ça pouvait supporter un poids et une hauteur bien plus élevés en métal que c'était le cas des arches en pierre. Et ses ingénieurs lui disent, mais si on mettait plusieurs arches côte à côte, on pourrait monter à une hauteur incroyable. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ici, vous avez donc en fait la tour Eiffel, c'est 4 arches comme 4 ponts qui sont posés l'un à côté de l'autre et ça permet de monter à des très grandes hauteurs. Donc une révolution architecturale et révolution d'un matériau extrêmement résistant qui d'ailleurs aura des usages divers. Par exemple, c'est ce qui servira à fabriquer des armes. Donc ça sera un effet aussi négatif, c'est que le 19e siècle, c'est un siècle où les armes deviennent beaucoup plus puissantes qu'avant.
Deuxième grand inventeur, James Watt. Alors James Watt, c'est un Anglais, et c'est un Anglais qui va mettre au point la machine à vapeur. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire aussi. James Watt, évidemment un Anglais, car je vous ai dit que les Anglais étaient en avance. Et la machine à vapeur va changer la société. Si vous regardez la photo de la Tour Eiffel, il y a autre chose qu'on pourrait remarquer. C'est qu'il y a un bateau ici, et ce bateau, il n'a pas de voile. Or, à l'époque, les bateaux se déplaçaient avec des propulsions naturelles, c'était les voiles. Et donc, James Watt invente une machine. Cette machine, c'est la machine à vapeur. Donc, c'est quoi le principe de la machine à vapeur? On fait chauffer de l'eau avec du charbon dans un four. L'eau produit de la vapeur et cette vapeur a une énorme puissance. En fait, la vapeur d'eau, c'est quelque chose qui est très puissant. Alors, si vous avez une casserole chez vous, vous faites chauffer de l'eau, la vapeur soulève le couvercle. Si vous mettez une cocotte minute, si vous la fermez entièrement et que vous faites chauffer de l'eau, ça va faire exploser la cocotte minute. La vapeur est capable de briser en deux une cocotte minute. Et donc, ce que James Watt il fait, lui, c'est qu'il imagine qu'il fasse rentrer cette vapeur d'eau dans un conduit qu'on appelle la chemise, et avec la puissance de la vapeur d'eau, elle va faire bouger un piston à l'intérieur, et donc ça va actionner un bras et faire rouler une roue. Et donc en faisant chauffer de l'eau, on fait tourner une roue à très grande vitesse. C'est ça l'idée. Ça va donner par exemple les trains à vapeur. Ici vous avez le four alimenté par du charbon qu'on va mettre derrière. Vous allez avoir la chemise avec le piston et une cheminée pour faire sortir les excès de vapeur. D'ailleurs, cette cheminée qu'on voit sur les trains à vapeur, qu'on retrouve sur les grandes locomotives de la fin du 19e siècle, elle est très importante parce qu'en fait, un des problèmes de la machine à vapeur, c'est que s'il y a trop de vapeur dans la chemise, ça explose. Donc il faut tout le temps enlever l'excédent, d'où le tchou-tchou des cheminées. En fait, le conducteur, il a un baromètre et quand il voit que ça rentre dans le rouge, il fait relâcher la pression en enlevant un petit peu de vapeur. Donc c'est une révolution parce que ces trains, ils vont permettre d'aller très vite, jusqu'à 100 km/h pour rejoindre 2 points. Et ce sont bien sûr les Anglais qui font les premiers trains à vapeur, avec celui de 1825 qui va être le premier. La France suit de peu en 1829. Et tout au long du 19e, on va construire des lignes de chemin de fer. Alors au début, c'est surtout la France et l'Angleterre, un peu l'Allemagne. Et à la fin du 19e, vous voyez, toute l'Europe a été équipée de lignes de chemin de fer. Et ce qui veut dire qu'on peut se déplacer d'un point à un autre. Et ça, c'est très important. Parce que ce déplacement d'un point à un autre va permettre de faire du commerce. On va vendre des produits. Par exemple, on va vendre tous les produits qui servent à l'industrie. Exemple, le charbon que vous allez trouver dans le nord de la France ou en Angleterre, bien sûr, comme par hasard les deux régions les plus riches. Vous allez avoir aussi l'acier, tout ce qui est en rouge, la sidérurgie qui va servir à faire de l'acier. Donc ça aussi, ça va être extrêmement important et on va le vendre dans toute l'Europe. Alors, non seulement dans toute l'Europe, mais avec les bateaux à vapeur, on va pouvoir aller dans le monde entier. Alors ça, c'est un bateau du début du 19e siècle, toujours le même principe avec la machine à vapeur. Vous allez avoir une roue qui va faire avancer le bateau. À la fin du 19e, on va avoir d'énormes machines à vapeur avec des gigantesques cheminées avec une hélice derrière qui va pouvoir faire avancer le bateau à grande vitesse. Ce bateau d'ailleurs que vous voyez ici en 1911 ou 1912, c'est le Titanic qui était parti pour battre un record de vitesse en traversant l'Atlantique Nord. Puis il a eu des petits soucis, vous êtes peut-être au courant. Enfin, si on oublie le Titanic, l'idée des machines à vapeur, c'est que grâce au déplacement à travers les océans, on va pouvoir faire du commerce dans le monde entier. Et au Royaume-Uni, ce pays si riche, va pouvoir développer un véritable empire que vous voyez là. Toutes les zones en rouge sont des zones sous son contrôle, où il va pouvoir faire du commerce. Par exemple, le Royaume-Uni faisait fabriquer des tissus en Inde, qu'il vendait ensuite en Afrique. Donc il crée un empire économique. C'est vraiment le début de ce qu'on appelle la mondialisation. D'ailleurs, les Anglais faisaient du tissu. Alors ça, c'est les machines à tisser du XVIIIe siècle. Les Anglais vont en faire, et les Français aussi d'ailleurs, des machines à vapeur. Je zoome. Et vous avez des machines à tisser, qui vont pouvoir produire énormément de tissus à toute vitesse. Et ça veut dire que on va pouvoir vendre des produits dans le monde entier, mais on va en vendre beaucoup en grande quantité. Autre avantage, on va pouvoir aussi dans les champs utiliser les tracteurs à vapeur pour aller plus vite, fabriquer plus de produits, donc nourrir plus de personnes. Vous comprenez donc que le 19e siècle, c'est un siècle d'enrichissement. Plus de population, plus de nourriture, plus de travail, plus de moyens de transport pour vendre les objets. Donc vous avez ici tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir de l'enrichissement. Et cet enrichissement, il va se répandre dans le monde entier. Alors je continue avec mes inventions. D'autres inventions vont aussi être importantes. Alors, anecdotique, la bicyclette, qui va évoluer tout au long du 19e siècle. Plus important, les moyens de communication. Le télégraphe au départ. En 1842, c'est un moyen de pouvoir se communiquer à longue distance avec le morse.
Et puis 1876, l'invention du téléphone qui là va bien sûr révolutionner l'Europe, hein, puisqu'on va pouvoir communiquer même dans le monde entier très rapidement. Donc échanger les informations pour le commerce aussi. À la fin du 19e siècle, il y a deux inventions vraiment révolutionnaires qui vont permettre de parler de seconde révolution industrielle. Vous avez d'abord l'automobile. Hein. Alors ça, c'est une invention française hein, dans les années 1880. Alors ce qui est important avec l'automobile, c'est que ce sont des moteurs beaucoup plus compacts. Il n'y a pas besoin de charbon, donc ça prend moins de place. Ça permet de faire des véhicules individuels qui vont devenir ensuite très importants au XXe siècle. Mais c'est vraiment le 19e siècle, le siècle de la machine à vapeur. Le XXe siècle sera le siècle du moteur à explosion. Et puis l'avion. Là aussi, invention française. Hein. Les premiers avions 1890 et jusqu'en 1914, beaucoup d'avions qui permettent ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, d'avoir des avions très efficaces. Et puis le cinéma, hein, invention française encore. On voit bien que les Français sont à la pointe à la fin du 19e siècle, qui va permettre de diffuser de l'information d'une autre façon avec des images, hein, donc avec des images animées. Alors si on résume tout ça, nous avons plein de nouvelles machines, plein de nouvelles inventions que vous pourrez utiliser, hein, cette petite fiche par exemple pour compléter votre questionnaire que je vous ai fourni. Et puis aussi les inventeurs, hein. Alors, vous vous souvenez, on a évoqué deux grands inventeurs, vous avez James Watt et sa machine à vapeur, Gustave Eiffel hein, et la tour Eiffel. Et donc beaucoup de conséquences positives. Alors positives d'abord, c'est l'enrichissement, hein. L'Europe devient riche, la France, l'Angleterre deviennent très riches, plus riches qu'ils n'ont jamais été, et pour la première fois les régions les plus riches du monde. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Même si on dit que les États-Unis sont le pays le plus riche du monde, si vous cumulez toute la richesse de l'Europe, hein, on est la région la plus riche. Conséquences positives, hein, donc plus de richesse, plus de population. Conséquences négatives, plus d'armes en acier, plus fortes, plus résistantes, plus de soldats, et donc plus d'envie de guerre. Hein. Tous ces pays très riches, comme l'Europe, la France et l'Angleterre, le Royaume-Uni plutôt, vont avoir envie d'augmenter leur puissance. Et par exemple, si vous regardez cette carte, on voit tout simplement que les Français vont conquérir une grande partie de l'Afrique en bleu, mais aussi Madagascar et une partie de l'Asie. Les Anglais encore plus en rouge, toute l'Afrique de l'Est, l'Inde, l'Australie, le Canada, pour créer un immense empire britannique. Donc, conséquences positives bien sûr, mais aussi conséquences négatives. Beaucoup d'enrichissement, mais aussi beaucoup de guerres à venir. Et une question qui sera celle qu'on se posera la semaine prochaine. Qui va profiter de cette richesse hein? Est-ce que tout le monde va en profiter? Est-ce que ça sera bien réparti? On verra que, bien sûr, ça ne sera pas le cas. Voilà pour cette introduction. Je vous renvoie vers la petite fiche de travail et puis vers le diaporama qui est aussi disponible. Bon courage et bonne semaine.